Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera une brève introduction au pipeline de release dans Kubernetes. Donc un pipeline de release, il va être déclenché suite à certaines choses qui vont se passer. Soit ce seront liés à des modifications de fichiers de type manifest ou chart Helm qui seront donc stockés dans un repo, un dépôt de code source. Et le fait de committer du changement ou de valider une pull request, par exemple, va déclencher du coup le pipeline. On peut également avoir un déclenchement du pipeline fait par un élément externe au repo, par exemple une Docker Trusted Registry, dans lequel une nouvelle image de container aurait été poussée probablement d'ailleurs suite au déclenchement d'un pipeline de build. Et je vous encourage à aller voir la vidéo précédente que j'avais fait sur la partie pipeline de build pour Kubernetes. Donc voilà, les facteurs déclencheurs pour déployer de manière automatique ou lancer le déploiement automatisé euh, finalement de choses dans Kubernetes va se faire principalement par un de ces trois éléments, donc modification effectivement de manifeste 100% Kubernetes, modification mise à jour d'un chart Helm, ou alors effectivement l'arrivée d'une nouvelle image, alors j'écris Docker ici, une image de container, ça peut être une image OCI également, dans une Docker Trusted Registry. Donc ça c'est le point de départ qu'on va avoir pour déclencher ce pipeline. Un pipeline qui peut prendre le nom d'ailleurs d'autres noms dans différentes solutions, ça s'appelle un workflow dans GitHub, mais globalement c'est un pipeline ici. Alors, première opération qu'on va probablement faire sur le pipeline, c'est de faire un check-out du repo, donc de récupérer effectivement le contenu du repo si on est en train de travailler effectivement sur des modifications qui sont liées au repo. Dans tous les cas, même si le pipeline est déclenché par à l'arrivée d'une nouvelle image dans une container registry, il faudra quand même ramener sur les agents de la solution de pipeline, donc les agents qui vont exécuter les différentes tâches séquentielles du pipeline. Il va quand même falloir ramener un moment au moins des manifestes ou un chart Helm, qui sont en général des choses utilisées pour déployer des choses dans Kubernetes. Donc là encore, l'agent d'exécution de la solution de pipeline va exécuter un ensemble d'ordres. On parle ici de déploiement dans Kubernetes, donc ça veut dire que cette solution, enfin plutôt que cet environnement d'exécution dans lequel on va avoir les différents ordres d'instruction, doit être connecté et authentifié auprès d'un cluster Kubernetes. Ça peut être un cluster Kubernetes managé comme AKS, mais ça peut être également un cluster Kubernetes installé à demeure dans un environnement pour peu qu'il y ait une connectivité réseau entre les agents qui vont exécuter le pipeline et puis la cible, à savoir un cluster Kubernetes. Donc une fois qu'on a récupéré effectivement le code, les manifestes, les charts Helm, eh bien il va falloir switcher switcher le contexte Kubernetes, donc en gros effectivement avoir les informations qui permettent en fait à kubectl ou à Helm de pouvoir effectivement parler avec l'API serveur de Kubernetes. Et je vous rappelle que quand on va parler à l'API serveur de Kubernetes, il va se passer trois choses, trois niveaux de contrôle qui vont être faits. Le premier sera tout simplement une authentification. On va prouver qui on est auprès du cluster Kubernetes, ou plutôt ici l'agent de la solution de pipeline va s'authentifier auprès de l'API serveur, donc prouver qui il est. Donc ça c'est l'authentification, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est qu'en fonction de cette authentification, il va falloir effectivement être autorisé à faire certaines opérations dans le cluster Kubernetes. Donc là encore, on peut être authentifié sans avoir le droit de créer toutes les ressources dans Kubernetes. Donc là encore, il va falloir vérifier ça, la partie airbag. Dernier niveau, qui est la troisième couche de contrôle avant de pouvoir aller écrire des configurations dans la base de données, enfin la base clé valeur qui va contenir effectivement la configuration de Kubernetes. Et bien il reste le troisième niveau de contrôle qui sont les admission controllers. Admission controllers qui vont permettre de faire soit deux choses, soit simplement de valider ou pas une configuration et donc de la laisser être écrite dans la base de configuration, ou alors ça peut être également un admission controller qui va transformer à la volée finalement ce qui a été envoyé comme ordre. Exemple simple, vous voulez créer un pod dans votre cluster Kubernetes, donc le pod est défini sous la forme d'un manifeste YAML, donc qui va être récupéré
lors du checkout du repo, hein, cette étape-là. Et ensuite, dans le pipeline, on pourrait donc effectivement récupérer le contexte, se connecter au cluster, et après effectivement appliquer le code. Donc le troisième niveau effectivement de l'admission controller va faire que par exemple on peut tester que dans le manifeste du pod, eh bien on a bien donné des CPU limit et CPU request. Donc ça c'est des choses qu'on va voir dans l'analyse de code juste après. Mais rappelez-vous effectivement que le fait d'être authentifié auprès du cluster n'est que le premier niveau des trois contrôles, hein, authentification, autorisation au niveau 2 et admission control en niveau 3. Donc là on est, le switch tout le Kubernetes context va être vraiment la partie authentification. Et donc en gros de se connecter, d'avoir le droit de pouvoir s'authentifier à l'API serveur. Donc là encore, il y a différentes manières de faire, parce qu'on peut effectivement, alors si on est dans le cadre d'un service managé comme Azure Kubernetes Service, c'est assez simple de récupérer finalement les fichiers de kubeconfig qui sont effectivement associés au cluster AKS. Donc pour cela, c'est relativement simple, hein. On pourrait par exemple directement dans la ligne de commande, enfin dans les étapes qu'on va faire simplement faire passer la ligne de commande Azure avec le AZ-AKS get credential, le nom du cluster, le nom du resource group. Éventuellement, on peut donner d'autres éléments d'information, mais juste avec ces deux éléments, déjà, on va récupérer un kubeconfig. Alors, kubeconfig qui pourrait être admin ou utilisateur en fonction des switches qu'on va utiliser et de l'option d'intégration du cluster avec l'Azure Active Directory. Mais l'idée, c'est quand même ça. Avec cette commande-là, en une étape, finalement, on est capable de récupérer ici un contexte, enfin un kubeconfig qui sera ensuite utilisé par kubectl pour aller envoyer des choses auprès du cluster, alors kubectl ou Helm au passage. Si on est sur Azure DevOps, alors ça c'était un exemple qu'on finalement, enfin le kubeconfig récupéré sur un AKS, il est très utilisable dans n'importe quelle solution de pipeline. Donc là encore, hein, ça veut dire que dans les conditions, peut-être que dans le pipeline, on va devoir installer sur l'agent qui va exécuter le pipeline des composants supplémentaires. Donc là, par exemple, ici, j'ai utilisé la ligne de commande AZ. Si effectivement elle n'est pas préinstallée de base sur les images des agents que vous utilisez, il faut penser du coup à installer la ligne de commande l'Azure CLI. Là encore, en fonction des solutions que vous allez avoir, on a déjà, alors surtout sur les solutions hostées de type GitHub ou Azure DevOps, probablement GitLab, on a déjà un ensemble d'outils qui sont souvent préinstallés dans les runners ou agents DevOps, ça dépend le nom qu'ils vont prendre. Donc ça, c'est à vous de vérifier effectivement si l'outillage est déjà installé. Donc dans le cadre ici, on parle de Kubernetes et ou d'Azure. Donc ça veut dire qu'on va avoir besoin sur l'agent d'exécution du pipeline d'outils tels que, si on est dans Azure, la ligne de commande Azure. Si on utilise donc ici du Kubernetes, il va nous falloir le kubectl. Si on a des charts Helm, il nous faudra également l'agent, la CLI Helm, etc. Donc ça, je ne les ai pas précisés, mais effectivement, c'est des composants qu'on va avoir besoin. Si on est sur l'Azure DevOps et qu'on veut finalement se connecter à un Kubernetes, là encore, il y a différents moyens de le faire, où on va faire passer les différentes informations. Donc on peut faire passer effectivement l'abonnement Azure, un compte de service. Donc ça c'est un moyen, avec un SPN, on est capable de faire des choses, effectivement avec la ligne de commande Azure, on récupère les credentials, on pourrait également utiliser un service account Kubernetes, ou on peut simplement également récupérer ou avoir ou fournir au runner un fichier kubeconfig qui va contenir l'ensemble des informations. Je vous mettrai également le lien dans la description de ce petit schéma avec les différents URL que vous pouvez accéder. C'est une page web tout simplement. Si on est dans le cadre de GitHub Action, GitHub Action, enfin de GitHub ou les workflows GitHub, donc les pipelines GitHub, on a des actions à l'intérieur qui vont vous permettre de vous aider également à switcher justement sur le bon contexte Kubernetes. Donc il y a une action qui s'appelle Azure Kubernetes set context, et là ensuite on lui fait passer à minima effectivement le resource group où sera le cluster AKS, et ici le nom du cluster AKS. Donc là ici on est vraiment on va dire spécialisé un petit peu sur la partie AKS, avec après différentes méthodes pour la partie authentification, qu'on soit sur une authentification de type OpenID, de type Service Principal,
ou de type kubelogin, où là on va utiliser l'Azure Active Directory. Voilà. Donc là vous avez pas mal d'exemples. Chaque fois, il faut poser la question, est-ce qu'il y a déjà des tasks dans Azure DevOps, des actions dans GitHub qui peuvent vous aider peut-être à faire ce switch d'une autre façon. Donc toujours le regarder en fonction du contexte, là où votre cluster Kubernetes. Et puis après, effectivement, comme je l'ai dit, le switch au contexte peut passer par différents moyens. Donc, on va considérer qu'on a récupéré le code, on est activé dans le contexte de Kubernetes, donc ça veut dire que l'agent peut envoyer des ordres à l'API serveur de Kubernetes. Avant d'envoyer des ordres et avant de déployer des choses, il est de bon ton, comme on le fait d'ailleurs avec de l'infra code ou du code applicatif, de faire du lint, donc d'analyser, de faire une analyse statique du code. Alors souvent, effectivement, on résume ça sous le terme de lint. Alors le lint, hein, c'est un vieux terme qui date des origines d'Unix, mais voilà, on est ici sur un outillage, un ou plusieurs outillages, pour faire une analyse de code statique, c'est-à-dire en gros de prendre le code, le parser, et puis ensuite par rapport à ce qui est écrit dans le code, en fait, de faire des remontées d'alerte pour voir par exemple potentiellement des erreurs, des bugs, des problèmes syntaxiques, des constructions qui peuvent être pas terribles, et puis globalement pas forcément également l'usage des bonnes pratiques. Donc, au sens large, on va dire qu'on va parser le code et on va essayer, avant de l'exécuter, de l'utiliser, de valider que finalement il est fait dans les règles de l'art et qu'il ne va pas exposer finalement son applicatif dans Kubernetes de manière pas très propre. Alors il y a plein de solutions pour faire ça, on ne devrait pas parler d'ailleurs que de sécurité, parce qu'on peut parler de compliance également. Tout à l'heure j'ai donné l'exemple où je disais que effectivement pour déployer un pod, on pourrait imposer par exemple de mettre des CPU requests et des CPU limites. Donc ça c'est deux éléments qui vont aider notamment le scheduler du contrôle plane de Kubernetes à mieux dispatcher ses workloads dans le cluster, donc ça fait partie des bonnes pratiques. C'est pas de la sécurité, mais ça permet effectivement d'avoir un meilleur résultat au final. Donc là encore, il y a 10 000 outils, on est dans le monde du cloud native et de l'open source autour de Kubernetes. Donc il y a beaucoup d'outils. J'en ai fait ici une liste vraiment non exhaustive qui est très personnelle, mais qui est juste basée sur, en gros, on va dire l'usage ou ce que moi j'ai pu voir. Mais là encore, on peut mettre autant d'outils qu'on veut. L'idée là encore, hein, c'est quand on va analyser finalement ces codes, ces YAML, ces manifestes, ces charts, c'est de se dire pas la peine de déployer quelque chose dont la configuration n'est pas respectable en termes de sécurité, etc. Donc on arrête le pipeline au plus vite. Donc parmi les quelques outils que je trouve assez intéressants, assez souvent rencontrés, Aqua Kubebench. Alors Aqua Security fournit beaucoup d'outillages autour du cube et des containers. Celui-ci est assez intéressant. Là encore, dans les choix que je propose, c'est des choix qui sont également amenés par le fait que ces projets, généralement d'ailleurs, sont open source. Ils sont plutôt bien notés dans GitHub. Ils ont une cadence de release qui est assez importante. Donc on voit ici par exemple celui-ci, là il y a eu 46 releases. Le projet existe depuis un certain temps, mais continue à évoluer. Donc on voit ici qu'il y a eu des choses faites il y a 3 ans, mais qu'il y a 9 jours, ici, il y a eu des changements qui ont été faits. Et on voit également le nombre de contributeurs. Là, on a ici quasiment 127 contributeurs, donc on peut dire raisonnablement que c'est une solution qui est utilisée, qui a fait ses preuves, et qui a une certaine pérennité dans le temps. Voilà. Alors, si on regarde, on regarde un petit peu ce que fait Kubebench, donc effectivement, il va vérifier en gros que le cluster est bien déployé, que ce qu'on va déployer dans le cluster sera fait dans les règles de l'art, on va dire. Donc c'est basé un peu sur le CSI Kubernetes Benchmark. Je rappelle que le CSI, c'est le Center of Internet Security. C'est un organisme américain, je crois, qui propose plein de documentation très bien faite pour en gros durcir des environnements. Donc il y en a un petit peu à toutes les sauces pour toutes les plateformes. Mais dans le cas par exemple de Kubernetes, ils ont effectivement, on peut télécharger le dernier benchmark, qui est un PDF, qui va vous donner en gros plein de bonnes règles à suivre pour durcir votre environnement et limiter les risques. On ne fait que limiter les risques. Et puis ensuite, l'outil donc Kubench, lui, va réutiliser un petit peu les règles qui sont là-dedans. Et puis ensuite, il va aller tester vos manifestes ou tester votre cluster.
Donc là, l'outil est intéressant, ça fait partie des outils qu'on peut utiliser. Là encore, il va s'appuyer sur le CSI Benchmark. Conftest permet d'écrire en fait simplement des tests pour votre configuration Kubernetes. Donc là encore, pas mal de releases qui ont été faits sur le sujet, pas mal de contributeurs. Et donc là, effectivement, ça va permettre d'écrire des tests de configuration et effectivement les utiliser après dans vos pipelines. Euh, donc voilà. Après, vous écrivez, là vous avez quelques exemples de tests. Ça vous permet effectivement de contrôler par rapport à vos besoins, entre guillemets, ce qu'il y a dedans. Polaris également est assez intéressant. Il va contenir un ensemble de tests pour vérifier effectivement que les pods et les contrôleurs, donc les contrôleurs, c'est tout ce qui est deployment, stateful set, qu'est-ce qu'on a d'autre, les daemon set également, donc les manières dont on déploie les pods dans Kubernetes, qu'effectivement c'est configuré en utilisant les bonnes pratiques. Là on n'est pas vraiment forcément que sur la sécurité, mais effectivement on doit profiter des pipelines pour avoir la chose la plus propre possible derrière et éviter après les surprises. Donc là encore, l'outil est plutôt pas mal réalisé. Vous voyez, on a déjà eu 50 releases sur celui-ci, à 40 contributeurs. Et donc voilà, là encore, il va faire un ensemble de tests pour vérifier les bonnes pratiques et vous éviter des problèmes dans le futur. Alors après, il y a différentes façons de l'utiliser. Et je vous laisserai lire la documentation, mais c'est un outil assez intéressant. Les trois derniers sont probablement les plus classiques qu'on va voir. KubeScore, clairement, l'objectif de KubeScore, c'est faciliter, vous aider à améliorer vos applications pour les rendre effectivement plus résilientes et plus sécurisées. Alors KubeScore est très souvent rencontré, enfin moi je le rencontre assez souvent. On a un peu moins de contributeurs que les projets d'avant, par contre le truc marche très bien. Et donc voilà, donc apparemment, donc il y a une liste de tests qui est fournie, et ouais, vous avez quelques exemples de tests. Donc tout à l'heure je vous parlais des fameuses limites. On les retrouve ici notamment dans KubeScore. On peut vérifier effectivement si les pods sont ciblés par des network policy pour vérifier effectivement que tout le monde ne se parle pas et qu'il y a un petit peu de contrôle sur les flux latérales. On peut également on vérifie que sur certains types de déploiements comme les deployments ou les stateful set, donc le deployment pour le stateless, stateful set pour le stateful, ont des pod destruction policy, tout ce qui est anti-affinité. Et là, c'est un exemple effectivement d'output qu'on peut avoir de l'outillage. Donc, on lance l'outil en fait sur un ou plusieurs fichiers manifest YAML, et ensuite il va vous remonter des erreurs, alors plus ou moins critiques. Donc là, par exemple, ici, on a une erreur critique qui dit bah là, il n'y a pas eu de CPU limites qui ont été définies, ni de memory ou de request également. Donc là, l'erreur elle est critique. Donc là encore, dans un pipeline, ça peut être une erreur bloquante ou pas. Ça, c'est après vous qui allez choisir. De la même façon, on n'utilise pas normalement le tag latest. C'est toujours assez dangereux. Donc là, si vous l'avez utilisé, vous aurez une remontée d'alerte de l'outillage qui vous dira ah, c'est pas terrible, ou alors je n'ai pas de pod policy, ou je n'ai pas de probe. Les probes, c'est super important dans les déploiements. On peut tout à fait faire un petit manifeste YAML qui dit je vais déployer, un pod et on ne donne pas de probe. Les probes, en fait, c'est super utile. Donc il y a trois types de probes. Le liveness, le readiness et le startup. Je vous encourage à lire la documentation sur le sujet, mais le probe va permettre d'aider également la notion de service, de vérifier et de mettre dans la partie load balancing finalement des pods une fois qu'ils ont bien démarré, qu'ils sont opérationnels et pas potentiellement renvoyer des flux vers des choses qui ne marchent pas bien. Donc le probing est hyper important. Donc là l'outillage va effectivement vous le remonter. Donc on vous dit effectivement qu'on peut utiliser KubeScore dans un environnement de CI/CD. Effectivement, si à un moment il trouve une erreur critique, eh bien il fera une sortie avec un code 1. Et ça, du coup, la plupart des pipelines, quand ils ont un code 1 qui est renvoyé, en fait, le job s'arrête. Voilà. Donc là encore, si vous ne voulez pas en fait qu'une erreur arrête le job, vous pouvez la changer et faire simplement un warning. Voilà. Donc là, vous avez quelques exemples. On peut, vous voyez, utiliser KubeScore avec du Helm. Donc prendre un template et l'évaluer avec KubeScore. On peut également faire du KubeScore avec Kustomize. Kustomize qui va permettre en fait alors je crois que j'en parle un petit peu plus tard dans la vidéo, de templatiser en gros les YAML, et puis on peut le faire également directement KubeScore, l'appliquer sur un ensemble de fichiers YAML. Donc là c'est relativement simple à utiliser, c'est pour ça que je l'aime bien, et puis sur l'ensemble des checks définis, ils ont documenté l'ensemble des tests qu'ils font, donc il y en a quelques-uns, la liste n'est pas infinie, mais déjà si on respecte juste ça,
ça devrait être plutôt pas mal. Pareil, vous voyez qu'on peut vérifier la présence de labels, hein. Tout fonctionne bien avec des labels dans Kubernetes. Donc ça, c'est des checks importants. Donc vous avez les checks par défaut, puis des checks qui sont également optionnels. Donc ça, c'était KubeScore. KubeScore, je pense qu'il est bien pour commencer parce qu'il n'a pas des tonnes de tests, mais il fait déjà pas mal de boulot. Alors Kubeval également. Alors Kubeval, lui, il va pouvoir valider effectivement des YAML Kubernetes ou des fichiers en JSON. Alors Kubeval, pareil, il y a eu alors c'est un bon outil. Par contre, effectivement, les dernières releases, là il y a eu pas mal de releases, mais les dernières releases datent de 2021. Donc je l'avais cité parce qu'avant j'aimais bien cet outil. Là encore, s'il n'a pas évolué depuis 2021, donc là on est à l'enregistrement de cette vidéo fin juin 2022, ça fait à peu près effectivement, un peu plus d'un an qu'il n'a pas été maintenu. Donc je le mettrai de côté pour l'instant, même si effectivement il était pas mal, il faisait plutôt bien le job. Néanmoins, à la vitesse où évolue Kubernetes, hein, probablement qu'il ne faut pas prendre des outils qui n'ont pas été mis à jour depuis un certain temps. Voilà. Donc voilà, ça c'est un exemple. Alors Kubeval, vous pouvez le voir souvent, c'est pour ça que je l'avais mis. Mais effectivement, s'il n'a pas eu de mise à jour depuis à peu près un an, on va peut-être l'oublier derrière. Donc au passage, je l'enlève. Et Kublinter, là pareil, c'est de l'analyse en fait de YAML et de chart Helm avant de déployer, hein. Donc Kublinter, là encore, toujours projet open source. Là, on va regarder. Là, par contre, il y a eu des releases. Voilà, il y a 51 contributeurs. Et les dernières releases datent du mois de mai 2022. Donc, c'est plutôt bien. Et donc, là encore, Kublinter va analyser vos YAML et vos chart Helm. La plupart des solutions, de toute façon, vont faire les deux, hein. De toute façon, c'est à peu près les deux solutions qu'on va utiliser dans Kubernetes. Voilà. Et puis, alors ensuite, l'utilisation de ces solutions, elle peut se faire de différentes manières. Donc, soit on installe la solution directement dans le pipeline. Et donc, en gros, on va chercher l'ensemble des composants et, et on les installe, composants plus leurs dépendances. Là encore, des fois, si on veut aller un peu plus vite, il ne faut pas hésiter des fois à utiliser des images de containers et donc à appeler un container Docker qui va exécuter la solution. Et du coup, ça vous fait gagner du temps derrière. Okay. Donc voilà, ça c'était quelques exemples. Alors, peut-être à l'exception de Kubeval qui maintenant effectivement un peu moins important, mais Aqua, effectivement, Kublinter, KubeScore sont des bonnes solutions pour effectivement analyser un petit peu tout ça et vous empêcher de commencer à faire des déploiements qui ne sont pas faits dans les règles de l'art ou qui contiendraient des choses un peu sensibles. Ensuite, on a des manifestes ou des charts. Probablement qu'on va également devoir les personnaliser et les modifier. Imaginons que votre pipeline soit déclenché par l'arrivée d'une nouvelle image dans une Docker Trusted Registry. Du coup, ça veut dire que dans vos manifestes, il va falloir venir mettre la bonne version de l'image. Et dans votre chart Helm, la même chose. Donc là encore, il va falloir travailler du coup sur les manifestes. Bon, après, il y a des méthodes assez simples pour faire ça. On peut faire un rechercher remplacer dans l'ensemble des manifestes, et ça fait partie des opérations qu'on fera peut-être dans le pipeline. On peut faire un sed, avec du sed, on peut aller modifier des choses. On peut utiliser donc, alors on a des tâches qui permettent également d'un peu faire ça. Donc si on est sur Azure DevOps, on a une tâche qui s'appelle le Kubernetes Manifest et qui va permettre notamment d'inclure tout ce qui est effectivement substitution. Donc là en gros l'action elle prend en entrée la liste des images de containers avec les tags et les digests, hein, et puis après ça va être substitué dans les manifestes qui sont derrière. Donc ça c'est plutôt assez intéressant, ça vous fait un peu le travail derrière. Bon après cette tâche fait pas mal d'autres choses. Donc il va faire il va faire du baking manifeste. Il peut travailler effectivement sur du Helm. Il sait utiliser Kustomize dont on va parler tout à l'heure. Alors Kustomize c'était une solution là encore pour templatiser les manifestes YAML qui étaient à l'origine indépendante et ça a été injecté maintenant
au sein de kubectl. Donc Kustomize, là, je pense qu'il faut le connaître quand on fait du Kubernetes, Kustomize. C'est vraiment fait effectivement pour customiser les fichiers de configuration. Et maintenant, effectivement, comme je disais, ça a été inclus en fait dans kubectl. Quand vous rajoutez le -k, il va vous faire du customize derrière. Et donc l'idée, c'est d'avoir un seul fichier de base et ensuite, en fonction de vos environnements, eh bien, on va customiser ce fichier de base. Et c'est plutôt assez pratique, c'est massivement utilisé. Peut-être d'ailleurs plus utilisé que Helm, même si c'est pas tout à fait le même usage. Et donc voilà, donc il faut connaître Kustomize quand on fait du Kubernetes. Ça va probablement vous aider. Là encore, toujours séparer la configuration du code. Donc Kustomize, je dirais obligatoire. Si on est dans le monde de GitHub, pour déployer des choses dans un cluster Kubernetes, là encore, comme on a vu qu'il y avait des tâches prévues pour ça dans Azure DevOps, et ben dans GitHub Action, enfin dans GitHub Workflow plutôt, on a des actions qui vont permettre de déployer effectivement des choses. Là encore, on va retrouver la notion de substitution au niveau des artefacts, parce que là encore, on n'a pas envie forcément de s'amuser à reparser à la main l'ensemble des fichiers. Donc après, vous avez plein d'autres options. On retrouve après toujours les mêmes choses, quelles que soient les solutions. Donc je ne suis absolument pas un expert de GitLab, mais je me doute que dans GitLab, on doit avoir des choses assez similaires. Et dans les autres solutions de pipeline également. Voilà. Là encore, je n'ai pas parlé ici, on peut avoir dans les pipelines également des stratégies de déploiement qui vont permettre de faire, les deux plus classiques connus, c'est le Canary ou le Ver bleu. Le Ver bleu, c'est vous passez d'une V1 à une V2 et globalement vous déployez la V2 en parallèle de la V1, vous switchez les communications réseau vers la V2, et puis si c'est bon, du coup vous pouvez enlever la V1. Quand on est sur du Canary, on va avoir V1 et V2 qui vont tourner en parallèle. On enverra la majorité du trafic sur la V1 et puis la nouvelle V2 qu'on va tester en Canary, on va envoyer X% du flux réseau. Là encore, après la granularité du dispatching réseau va dépendre de l'approche qu'on va avoir derrière. Si on travaille simplement avec les mécaniques natives de Kubernetes, savoir les services, ça va dépendre, le pourcentage de load balancing va dépendre du nombre de pods instanciés derrière le load balancer. Et si on veut une granularité liée au pourcentage près, ou alors dispatcher par exemple vers une version du microservice certains flux provenant avec certaines caractéristiques. Donc là on va plus travailler au niveau applicatif et moins au niveau bas niveau réseau. Et là on parlera plutôt de service mesh qui eux seront savent faire le traffic splitting, ce qu'on appelle. Voilà. Helm, alors Helm, effectivement, on va souvent le rencontrer dans Kubernetes parce que c'est un package manager, donc ça veut dire que dans Kubernetes, quand on va utiliser certains composants qui proviennent de la communauté mais qui ont déjà été packagés, eh bien, on n'a pas forcément envie de reprendre tous les manifestes associés derrière pour déployer telle ou telle solution. Des fois, ça a été packagé par d'autres et on a juste à faire passer les paramètres au package. Donc, vous aurez du Helm probablement. Si vous avez des applications un peu complexes, vous pouvez vous-même faire vos propres packages. Donc, on peut du coup avoir l'utilisation de Helm. Donc, il va falloir le client Helm et les charts derrière. Et pour le coup, si on doit avoir si dans votre solution de pipeline, dans les agents, on n'a pas Helm qui est déjà installé. Par exemple, dans GitHub Action, ici, on a la capacité d'installer une version spécifique de Helm, du binaire Helm sur le runner. Là encore, on a toujours des charts Helm ou des manifestes Kubernetes. Si on a envie de tester avec une version particulière, il y a toujours en général une tâche ou une action dans mon GitHub qui permettent d'installer uniquement le composant dont on a besoin dans la version dont on a besoin. Voilà. Donc, si on résume, pour l'instant, on a récupéré le code. On a switché en contexte pour pouvoir parler à l'API serveur de Kubernetes. On a analysé le code, bonne pratique et sécurité. On l'a personnalisé, c'est-à-dire qu'on allait effectivement faire les modifications pour l'associer à la bonne image, etc. Eh bien, la dernière étape, elle est relativement simple. Il suffit, la dernière étape, c'est de déployer les manifestes, ou d'appliquer tous les manifestes, ou les charts Helm. Et donc là, du coup, ça passera simplement, par exemple, par des commandes de type
kubectl apply, donc on peut les envoyer directement par du scripting en fait, shell simple, hein, kubectl apply-f et après le nom des manifestes derrière ou, ou l'installation d'un chart Helm avec la commande Helm et on aura fait notre release, voilà, tout simplement. Donc c'est une version, voilà, là encore un peu simplifiée, assez générique néanmoins, qui est utilisable à peu près pour tous les types de déploiement Kubernetes et toutes les solutions de pipeline. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à regarder alors, le lien dans la description qui va vous amener sur la carte avec les liens additionnels si vous avez envie d'aller voir les outils tels que KubeScore, Polaris, etc. De voir les différentes actions GitHub ou les tâches Azure DevOps en fonction de votre environnement si vous voulez gagner un petit peu de temps. Et puis également, vous avez le lien dans la description sur la vidéo précédente, ou alors je vais mettre un carré qui va apparaître ici, sur la vidéo qui était liée effectivement sur les pipelines de build. Je vous remercie beaucoup et à bientôt.